Voilà, je remercie les représentants de la ville du Reux qui ont essuyé les plâtres. Donc, j'imagine que c'est quand même assez impressionnant de d'abord pouvoir présenter le travail qui a été effectué dans sa ville sur un écran aussi gigantesque et avec un auditoire aussi attentif. Voilà. Alors, mes remerciements à Dalia de me permettre aujourd'hui de représenter Comines Warneton, au soutien ministériel de la région wallonne, avec vraiment cette volonté de promouvoir la biodiversité dans la ville, et ce n'est pas peu dire. Voilà, alors, Comines Warneton, ville sans frontières, située, je dirais, entre la Flandre occidentale et la France. On a un peu un caractère insulaire et vous remarquerez que plus loin de Namur, c'est difficile à trouver en Wallonie. Et d'autre part, le symbole de la clé représente aussi bien historiquement la position de Comines par rapport aux ambitions des précédents rois de France envers le comté de Flandre et parfois vice-versa. Dire qu'on met le cap sur Comines Warneton, c'est tout à fait juste aussi parce que en termes de cap, eh bien oui, il faut essayer de trouver à un moment donné la lisse et la remonter jusque chez nous. Alors nous faisons partie, bien entendu, de la province du Hainaut, avec 18 194 habitants et une superficie de 6 109 hectares. Je me permets d'excuser notre bourgmestre, Alice Lewerck, qui aurait bien aimé partager ici avec moi le plaisir de vous parler, mais elle avait déjà une visite ministérielle aujourd'hui qu'elle a dû honorer et ça a été difficile. Voilà. Alors, Comines Warneton, où de multiples travaux diversifiés s'opèrent en toute saison, en tout lieu, avec des équipes pleines de talent. On les voit avec des citoyens occupés de distribuer des arbres, occupés de travailler à la main, souvent maintenant que le zéro phyto est imposé. Je pense que c'est une bonne chose. Et notre équipe là, au complet, avec les élagueurs, l'équipe des serres, les horticulteurs. Ça fait beaucoup de monde, mais des gens motivés et vu l'ampleur du territoire, je pense que c'est nécessaire. Alors, dans un premier temps, il m'est donné de parler de la transition vers plus de plantes vivaces. Je parlerai ensuite d'une intégration écologique en interne de la commune, puis en troisième lieu de la situation écologique de la commune par rapport à nos voisins frontaliers français et flamands, de développement qu'on essaye de rendre le plus durable possible et finalement de la production de biomasse. Voilà, alors transition vers plus de plantes vivaces, ça nous a été exposé par la personne précédente par rapport à la commune du Reux. On est vraiment dans les mêmes objectifs, avec une diminution du travail de plantation, c'est bien clair, une diminution des transports, une diminution des surfaces à entretenir, je dirais, au jour le jour, sur les lieux de plantation. Alors on a beaucoup travaillé dans les abords des églises, des parcs, dans les cimetières, par la création de murs végétaux. Dans les cimetières, autour des églises, dans les parcs, sur les ronds-points aussi. Et je voudrais souligner là cette collaboration qu'on a avec le service public de Wallonie. On est traversé par plusieurs routes très importantes qui nous offrent des ronds-points à gérer. Alors, des zones enherbées, automatiquement, on en aura beaucoup plus dans les cimetières, qu'on transformera parfois aussi en prés fleuris, avec le long des chemins, etc., le fauchage tardif. La gestion
par les moutons de Soé de plusieurs zones d'extension de cimetières où malheureusement on est occupé de se battre contre la renouée du Japon. Alors on va essayer de maintenir la renouée du Japon par un système encore différent, mais les moutons de Soé en tout cas permettent le maintien de la plante, là, une forme de maîtrise, même si on n'est pas encore dans une situation idéale. Alors, je parlais des parcs, hôtels à insectes, des nichoirs réalisés souvent par les élèves des écoles, des abris à hérissons. Et dans les zones urbaines où il n'y a pas d'intérêt de laisser tomber et de laisser les feuilles pour qu'elles produisent du terreau, on a placé pas mal de collecteurs qui fonctionnent assez bien et qui permettent après de réintroduire les feuilles en décomposition dans des jardins partagés, par exemple. Alors, le zéro phyto, eh bien, oblige à des changements d'habitude de travail, on l'a dit, on le comprend très bien, plus d'interventions manuelles, et les vivaces n'en deviennent d'autant plus pertinentes. Leur présence est d'autant plus souhaitée du fait que ce sera plus facile alors de maîtriser l'espace. Voilà. Cette biodiversité, elle existe déjà dans beaucoup d'endroits, mais elle est certainement renforcée par la présence de vivaces dans le plus d'endroits possible. Les astères, les coquelicots, le saule, il y a un triton qui se promène en plein milieu de la photo de la dia, les papillons, les insectes, le petit crépi là tout en haut, le bouleau, l'échine bleue sur le côté gauche. Voilà, j'insiste pour dire que ces photos ont été prises sur les endroits où on a travaillé, où on a mis des vivaces. En second lieu, on m'a demandé de développer un peu la notion d'intégration dans le réseau écologique local. À l'intérieur de notre commune, qu'est-ce qu'on a intérêt finalement de relier avec les centres-villes. Les centres-villes étant les endroits où on aura tous ces efforts de fait par rapport à la transition annuelle, bisannuelle vers vivace, et en lien, on l'espère, avec ce qu'on a de plus authentique, de plus sauvage, on va dire, de plus fragile dans les campagnes et les milieux, les biotopes environnant la ville, et qui parfois vont jusqu'à presque l'intérieur de la ville. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc cette intégration dans le réseau écologique est là pour nous une importance majeure. Par la protection des espèces et des biotopes. On a tout en bas à gauche le butome en ombelle qui devient quand même une plante rare. On a en bas à droite le populage des marais qu'on a encore en quantité dans nos régions, mais qui est le témoin des prairies anciennes. Dès qu'on a quelque part un remblai qui est effectué, on ne trouvera plus jamais ni le butome en ombelle, ni le populage des marais, alors que ce sont des plantes, je dirais, extrêmement importantes comme étant témoins de la qualité de leur biotope et de leur environnement. Et je veux signaler que la fritillaire pintade qu'on voit en haut, au milieu, qui a disparu totalement de Belgique depuis la fin des années 1800, je ne me trompe pas, 1800, est réapparu d'une manière extrêmement fragile et ténue dans une prairie sur Comines-Warneton, donc en Belgique. Il faut dire qu'on a été un peu aidé par la France. Nos voisins possèdent à quelques dizaines de mètres de chez nous, de l'autre côté de la rivière qui fait frontière, la seule station de fritillaire pintade au nord d'Amiens, ce qui est quand même assez remarquable. Alors,
Voilà, ces milieux, il faut les protéger absolument, comme les fonds de vallée et les prairies de lys, milieux se raréfiant du fait de la diminution de l'élevage et de la course à la rentabilité, ce que nous vivons, je dirais, d'une manière drastique, parfois trop silencieuse, dans nos campagnes. Alors, en termes d'intégration dans le réseau écologique, la lutte contre les plantes invasives est aussi quelque chose de primordial. On a ici un ruisseau qui a été complètement envahi par l'hydrocotyle et avec l'aide de la province et du HIT, on l'a retiré. Mais voilà, tout ça coûte. Et je crois que le jeu en vaut la chandelle. Elle a été retirée, mais il faut absolument conserver une vigilance par rapport à cette plante qui est capable d'étouffer des cours d'eau. Et non seulement d'être en lutte contre la biodiversité autochtone, mais aussi, je dirais, empêchant l'eau de s'écouler normalement. La lutte contre la berce du Caucase est aussi au programme, bien entendu, avec quelques stations beaucoup moins spectaculaires que ce qu'on voit ici par rapport à l'hydrocotyle. Et alors la lutte contre la renouée du Japon avec les moutons de Sohé, comme je l'avais déjà souligné précédemment, et bientôt avec un système, c'est un essai qu'on va faire, système basé sur l'électrocution des rhizomes de la renouée. Alors, pour vous présenter un petit peu plus Comines-Warneton, on possède des zones écologiques centrales, c'est-à-dire le seul grand bois qui fait à peu près 180 hectares est en zone Natura 2000. On a le long de la Lys des anciens remblais qui se sont boisés, qui ont d'abord été des marécages et puis qui se sont boisés en zone Natura 2000 aussi. Et alors, une réserve naturelle extrêmement intéressante, la réserve naturelle et ornithologique de Ploegstert, qui, à elle seule, fait environ 100 hectares. 100 hectares de nature, où il n'y a pas que des oiseaux, où il n'y a pas que des insectes, mais un fleurissement, une quantité invraisemblable de plantes aussi. Alors, la passerelle sur laquelle vous voyez de grands poissons, c'est, je dirais, le témoignage d'un parcours pédagogique qu'on a effectué le long de la Lys avec 12 stations qui renseignent non seulement sur la faune, mais aussi énormément sur la flore. Alors, si on veut renforcer les zones centrales entre elles, il s'agit alors de considérer tout ce qu'il y a comme chemin, comme fossé, comme bord de champ ou bord de prairie, prairie elle-même, sur le territoire et y planter par exemple l'aubépine qu'on devine dans la troisième photo, de laisser le plus possible les chemins non pas en béton, mais de les laisser en terre. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La présence aussi des petits fossés le long des chemins, qui sont autant de couloirs pour nos animaux et aussi pour nos plantes. Alors, exemple plus près de nos deux représentants du service environnement, exemple d'un bord de verger planté avec des petits fruitiers. Et finalement, on voit monsieur et madame qui sont nos fonctionnaires du service environnement qui ont trouvé une subsidiation pour placer des crapauducs. Alors, on est en bordure de la réserve dont je parlais tout à l'heure, 100 hectares de marécages en contrebas et qui sont le résultat de l'excavation de la terre pour faire de la terre à briques. On est auprès d'une briqueterie. Il y a des routes qui longent cette réserve et depuis très longtemps une mortalité de batraciens extrêmement importante et pour y pallier le ramassage des batraciens dans des seaux par des bénévoles. Avec le financement obtenu, on a placé une dizaine de crapauducs qui traversent comme des tunnels cette petite route et qui relient aussi les fossés.
Voilà. C'est un exemple, je dirais, un petit peu poussé de ce développement de la biodiversité. Alors, on était dans la campagne et je reviens en ville avec la nécessité de sensibiliser les citoyens par exemple, la possibilité de faire pousser des plantes en façade, ce qu'on a autorisé et ce qui commence à prendre forme petit à petit dans nos quartiers. Alors, je me souviens que les premières digitales que j'ai vues, je les ai vues dans les massifs ardennais. Pour moi, c'était une plante absolument magnifique et elle a tendance à arriver chez nous et à se porter très bien chez nous. Alors, je pense aussi que c'est important de mettre en valeur les petites productions par rapport aux petits fruitiers, et changement de climat oblige de constater qu'on peut de nouveau avoir de la vigne et des figues chez nous. Alors, insertion dans le plan Maya avec, par exemple, production de condimentaires et création d'une spirale aromatique, comme on l'avait déjà souligné dans la présentation. Voilà, chose tout à fait intéressante et motivante pour, je crois, les citoyens. Production familiale et biodiversité. On est dans un tissu urbain, dans le centre de Comines et le centre du Bizet, où c'est difficile parfois d'avoir un potager. Et la récente réhabilitation d'un espace industriel a permis à une vingtaine de familles de pouvoir exploiter des parcelles avec à côté des endroits destinés à la communauté où on a planté des arbres fruitiers. Alors dans la dia en dessous, toujours dans le sens de favoriser des productions familiales, mais favoriser l'ensemble des citoyens et mettre en évidence les vendeurs de plantes locaux, les artisans locaux. On a organisé pour la première fois un marché aux plantes durant le printemps de cette année. Ça a aussi été l'occasion de mettre en évidence le travail de nos employés, et monsieur tout à l'heure l'a souligné de nombreuses fois, c'est extrêmement important de motiver les gens qui travaillent dans nos serres, qui travaillent comme horticulteurs, qui travaillent comme élagueurs et planteurs de haies, de vivaces, etc. Production locale, production familiale à essayer de valoriser. Et là, j'ai encore le souci d'essayer de perfectionner ça. C'est sûr qu'à partir du moment où on a des arbres qui ont quelques années, on commence à avoir des récoltes importantes. Alors, sensibiliser les différents corps de métier qui influencent l'environnement de la commune. Et il y en a beaucoup. Alors, tout à l'heure, j'avais signalé le service environnement avec des bénévoles comme le monsieur au milieu qui représente une association. Le service horticulture qui est à l'œuvre le long de la RN 58 sur du terrain qui appartient aussi au SPE Route et de par cette plantation, relier la fameuse réserve naturelle dont je parlais tout à l'heure à la zone de la Lys. Alors, la tempête Eunice ne nous a pas épargnés, elle a fait tomber quelques platanes quasiment centenaires, et ce sont alors nos services menuiserie qui ont sculpté les troncs pour les mettre en évidence dans un futur parc. Alors, motiver l'implication des citoyens par un festival floral, par des remises de prix et, je dirais, les responsables du centre culturel par l'organisation de la semaine de l'arbre. Végétalisation de l'abribus de la place de Comines, ça a été un exemple assez réussi, et fleurissement des façades en zone urbaine. Troisième, vision élargie dans un contexte transfrontalier. Alors, prenons un peu de hauteur, nous sommes à Comines, France, et nous voyons la Lys qui est sur l'image de gauche représentée comme ligne frontière.
prise en compte des pays et régions limitrophes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ligne de force paysagère? D'abord des forêts dans la ligne des monts de Flandre qui se situe au nord de notre commune, et des marais et des méandres de la Lys dans la vallée de la Lys elle-même. Voilà, ces deux lignes vertes et bleues symbolisent un peu les deux lignes de force paysagère qui sont quelque part parallèles, avec cette possibilité de les relier entre elles. Ce sont des lignes de force paysagère, mais aussi pour la biodiversité, et y compris pour les plantes. Alors, ce qu'il y a moyen de faire, c'est de protéger et de valoriser les espaces qu'il y a autour de nos petites vallées. On a 3 vallées et un canal qui relient la vallée de la Lys elle-même au mont de Flandre. Et ces creux de vallée sont extrêmement riches pour les plantes spécialement, et arrivent jusque dans notre tissu urbain. Donc ce qu'on va faire sur les ronds-points, ce qu'on va faire sur les places et les parcs, touche à un moment donné à ce qu'on protège dans ces zones-là. Alors on a encore des zones Natura 2000 et des réserves naturelles. Vous voyez ici sur la carte centrale en vert foncé le bois de Ploegstert en numéro 1. En dessous, je ne sais pas lire le numéro, mais c'est la fameuse réserve naturelle de Ploegstert. Numéro 1 pour elle et numéro 2 pour les bois. Et la frontière qui est dessinée avec la France par la Lys est ponctuée, c'est un véritable chapelet de zones naturelles intéressantes que vous voyez ici en photo. On a aussi accentué l'aspect pédagogique par la possibilité pour des enfants, pour des adultes aussi, d'aller dans les zones de marais sur des caillebotis pour observer les plantes rares dont j'ai montré les photos tout à l'heure. Avec le PCDN, bien sûr, et notre cellule environnement, information et sensibilisation du public, observation des champignons, plantation et formation à la taille des fruitiers. Je suis bien intéressé par ce que Jean-Nicolas peut nous proposer peut-être par la suite. Voilà. Alors, zone naturelle d'intérêt écologique pour la flore et la faune, et là nous sommes dans les Hauts-de-France, toujours le long de cette frontière de la Lys, avec des paysages absolument sublimes et de marais extrêmement anciens qui n'ont pas bougé depuis quasiment le Moyen-Âge, et toujours cette fameuse fritillaire pintade qui, j'ai envie qu'elle défraie la chronique. Alors, d'autre part, là, on voit la Lys de haut de nouveau, et vous observez là 2 méandres qui sont restés des zones naturelles, alors qu'on devine un tracé beaucoup plus, je dirais, direct, qui permettra une navigation plus simple, qui se trouve au milieu. Alors, la première photo à votre gauche date de 1991. Elle montre bien d'énormes travaux qui ont été faits sur la Lys. Et aujourd'hui, on peut se féliciter d'avoir gardé intacts ces méandres. Et bien souvent aussi les îlots entre le nouveau canal et l'ancien cours de la Lys, qui sont aussi des zones de nature. Voilà. Alors, d'autre part, la photo de droite, on voit un ancien méandre qui est beaucoup plus ancien, et là, qui date du début du XXe siècle. Alors, gestion durable, eh bien, on devra faire plus avec moins de moyens. C'est pourquoi on s'est aussi doté, comme au REU, je crois, de matériel plus neuf, plus performant, avec des outils connectables les uns sur les autres, tout en sachant qu'il y aura beaucoup à faire à la main quand même. Alors nous avons hérité, et ça nous réjouit le cœur quelque part, d'un espace d'environ 8 hectares de parc qui nous a été cédé par le SPV Voies Navigables et SPV Route aussi, mais que nous devrons entretenir en plus de terrains de football et en plus de plusieurs autres terrains qui ont été je dirais, conquis de haute lutte durant des discussions avec des promoteurs. Alors, formation à la taille, à l'élagage, participation associative sont des éléments qui nous semblent extrêmement importants aussi par rapport au développement durable dans le maintien des compétences de nos personnels et des sensibilisations à la population.
Pâturage par les moutons, ramassage des feuilles en milieu urbain, je dis bien, et compostage sont d'autres éléments qui nous semblent durables également. Production de biomasse, j'en arrive à l'utilisation alors des feuilles mortes dans les jardins partagés. Les bacs gris que vous voyez sont des bacs de compost qui nous ont été, je dirais, créés par l'intercommunal IPAL. Voilà, je passe sur la magie du saule tétard qui permet, je dirais, de produire beaucoup de biomasse, beaucoup de perches pour de multiples usages. Et je finis en disant que il nous est extrêmement important, nous là-bas qui sommes un peu insulaires, d'avoir les meilleures relations possibles avec les services régionaux et provinciaux, les intercommunales, les collaborations avec nos voisins flamands et français. Et je peux vous dire que pour le moment, on a découvert des personnes extrêmement attentives et compréhensives à notre égard. Je conclus en disant que les résultats des enquêtes publiques et des études d'incidence auxquelles la population est invitée chaque fois de participer peuvent amener à des créations de bassins d'orage, à des créations de lieux de nature sur des dizaines d'hectares parfois, et je n'exagère pas. Alors, un grand merci pour l'attention de tous. Je termine là par un bassin d'orage en création qui amènera aussi, lui, biodiversité et plantation. Voilà. Plantes et mellifères donneront leurs fruits. Notre sincère remerciement pour tous les encouragements reçus, les initiatives porteuses d'espoir, les présences et les écoutes, les motivations partagées.